Bonjour tout le monde, bon midi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux ce midi d'accueillir la docteure Mylène Drouin, qui est la directrice régionale de la santé publique de Montréal. Bonjour Madame Drouin. Merci d'avoir accepté l'invitation. On s'est parlé en octobre dernier. Je remarquais que ça faisait déjà 6 mois presque. Je me disais qu'on doit se parler plus souvent, juste parce que les choses évoluent. Présentement, elles évoluent dans la bonne direction, mais c'est important, je pense, qu'on ait l'occasion de faire le point comme on va le faire tout à l'heure. Je veux prendre une petite minute pour se dire qu'on est à la veille de cette journée de commémoration pour toutes les victimes de la COVID-19. Et je pense que c'est important qu'on le sente. On arrive à une étape où le temps est venu de regarder derrière nous beaucoup de souffrances, beaucoup de dérangements, et aussi peut-être de regarder vers l'avant parce que on le voit bien, il y a une évolution très positive au niveau des vaccins et on le voit dans d'autres juridictions, il y a des décisions qui sont prises qui nous donnent à penser qu'on va aller ici aussi vers des décisions qui vont nous permettre progressivement, de façon sécuritaire, de se diriger vers un retour à la normale. Madame Drouin, je vous cite dans mes mots, vous avez dit récemment en entrevue que le nombre de cas semble avoir atteint un plateau. Moi, je regarde les chiffres comme tout le monde chaque jour, j'ai l'impression que le plateau, doucement pas vite, il y a quand même une pente descendante. On est resté en zone rouge parce qu'on est encore dans une situation où il y a un nombre de cas qui est assez élevé néanmoins. Et vous allez peut-être nous mettre à jour. Il y a eu cette grande frousse sur les variants. On n'en est pas parfaitement sorti, mais on le voit bien, par exemple, là où un des variants est né en Angleterre, la vaccination fait en sorte que même s'il y a le variant là-bas, ils prennent des décisions de déconfinement et de retour à la normale. Donc, on en discutera. Je vais simplement rappeler à tout le monde qu'on aura le grand plaisir de vous écouter. Je sais que vous avez une présentation et je vous remercie encore. Après cette présentation, on aura la chance d'échanger. J'ai déjà plein de bonnes questions à vous poser. Mais tout d'abord, on est là pour vous écouter. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être encore pour une deuxième fois là avec l'ensemble des partenaires là, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je pense que vous êtes des partenaires de cette lutte pandémique. J'en profite aussi pour rendre hommage là. Je sais que c'est demain la journée de la commémoration, mais je pense que on est tous touchés par la pandémie. On a tous des gens de près ou de loin qui ont vécu des deuils difficiles dans une période exceptionnelle là, qui est celle du confinement et de la pandémie. Donc, plus de 4500 Montréalais sont décédés. Et donc, je veux vraiment là leur rendre hommage parce que derrière ces Montréalais-là, c'est beaucoup des personnes âgées, mais ça a été beaucoup des bâtisseurs là, de notre société. Donc, clairement, je pense qu'on a à leur rendre hommage. C'est des personnes qui font ce qu'est Montréal aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit topo épidémiologique de la situation, qu'est-ce que ça veut dire, vers où on s'en va. Si vous me réinvitez, j'espère un jour être capable de vous dire qu'on va changer de couleur, ou du moins, si on parle plus des couleurs, qu'on soit vraiment en train de se projeter vers l'avenir, là, pour la réouverture, évidemment, des différents secteurs de la société. Donc, prochaine diapo. Donc, la situation épidémiologique, on peut peut-être passer... Ah, c'est moi qui avance? OK, pardon, désolé. C'est où exactement? Excusez-moi. Ici, à ta gauche. Excuse-moi, quand on a dit, tu travailles sur le verre. OK. Pardon, désolé. J'étais pas... Parfait, désolé. Donc, au niveau de la situation épidémiologique, évidemment, la deuxième vague a commencé pour Montréal fin août dernier, puis évidemment, on s'est retrouvé assez rapidement dans le palier rouge de par les seuils qui ont été identifiés au niveau gouvernemental, et je dirais le pic de la deuxième vague s'est fait sentir là début janvier. Puis on voit cette baisse qui continue de qui se poursuit depuis janvier, entre autres grâce aux mesures additionnelles qu'on a mises en place là autour du temps des fêtes et après le temps des fêtes, incluant évidemment là le couvre-feu qui réduit évidemment les contacts sociaux. On voit par contre poindre à l'horizon, excusez-moi, c'est pas
OK. Poindre à l'horizon, évidemment, le variant. Donc, alors qu'on a la souche qui était plus prédominante depuis un an, qui est en train de disparaître, on a ce variant-là qui, depuis le début janvier, a fait son apparition. On avait l'expérience, évidemment, de l'Angleterre qui nous démontrait que ce variant-là est beaucoup plus transmissible, mais aussi, on commence à avoir des évidences qu'il est plus pathogène. Et donc, rapidement, notre stratégie a été, de les identifier rapidement, mais d'avoir une stratégie de suppression. C'est ce qu'on est en train de faire depuis 2 mois. Donc, on sort vraiment un arsenal très important pour chaque variant pour faire en sorte qu'ils ne prennent pas trop de terrain en attendant qu'on soit capable d'avoir vacciné l'ensemble de la population. Et on voit donc actuellement, probablement que les variants représentent environ 20% des nouveaux cas sur l'île de Montréal et on semble avoir un certain plateau depuis quelques jours, donc ce qui nous fait dire que notre stratégie de suppression semble porter fruit. On va espérer que ça se poursuive, évidemment. C'est la stratégie de suppression au niveau, évidemment, santé publique dans notre traçage, mais c'est aussi le fait que la population continue d'appliquer les mesures populationnelles et donc de nous aider à maintenir des taux de reproduction du virus qui sont très bas. Si on regarde plus spécifiquement les milieux de travail, donc les milieux de travail, on a 127 éclosions actives. Ça représente à peu près le tiers de l'ensemble des éclosions. Ça touche principalement le secteur du commerce avec presque une 50aine d'éclosions. Le secteur bâtiments, travaux publics aussi. Et on voit qu'on a maintenant des éclosions qu'on appelle à 1 cas. Ça peut paraître très faible, mais dans le fond, c'est un peu dans cette stratégie de suppression. Dès qu'on a un cas de variant dans une entreprise, on agit auprès de cette entreprise-là comme si elle était en éclosion en termes d'arsenal d'intervention pour éviter la propagation. Donc, on voit aussi l'évolution du nombre d'éclosions, une évolution qui est aussi à la baisse là depuis quelques semaines ou qui s'est stabilisée, je dirais, depuis quelques semaines sur l'île de Montréal. Pour vous donner un peu un exemple de comment on travaille avec les milieux de travail, donc nos équipes de santé au travail, avec souvent le support de la CNESST, lorsqu'il y a une éclosion, donc si on prend par exemple ici une entreprise du secteur commercial, donc avec 32 cas sur 160 travailleurs, donc notre intervention se déroule sur un petit peu plus que 2 semaines, près de 3 semaines, on va donc aller avec nos équipes, analyser le milieu de travail, renforcer les mesures, s'assurer évidemment de déployer si nécessaire du dépistage massif avec les CIUS en place, rapidement évidemment identifier les contacts étroits et essayer de les isoler le plus rapidement possible dans les secteurs touchés et évidemment on fait des visites de suivi. Et lorsqu'on est davantage dans un contexte de variant, c'est là qu'on va agir beaucoup plus rapidement et promptement. Donc dès qu'il y a un cas, on va arriver dans l'entreprise, on va y rester très longtemps jusqu'à temps que l'éclosion soit fermée. Et évidemment, nos définitions de contact vont être beaucoup plus sensibles. Donc, c'est clair qu'on va probablement isoler plus de gens, faire dépister plus de gens pour éviter que ce variant qui est plus transmissible fasse des ravages et après se déplace dans d'autres contextes. Les attentes face au milieu de travail sont les mêmes. Évidemment, quand on regarde la gradation des mesures, le télétravail demeure encore quelque chose qui nous aide à contrôler la transmission. Évidemment, on a bien hâte là, pour certains secteurs de retourner. La distanciation sociale, les mesures barrières et évidemment maintenant tout ce qui est les mesures de l'équipement de protection, dont le port du double masque. Et on a mis nos coordonnées évidemment pour les entreprises qui souhaitent nous signaler ou avoir conseil là, plus spécifiquement face à la gestion de cas. Maintenant, la vaccination, qui est certainement l'espoir devant nous. Montréal a la chance actuellement d'être dans un blitz de vaccination. Nous avons reçu la semaine dernière plus de 75 000 doses et cette semaine 70 000. La semaine prochaine, ça ralentit, mais dès le 22 mars, on repart avec des doses quand même assez importantes là, avec plus de 10 000 personnes vaccinées par jour. Sinon, ça va être jusqu'à 15 000 dans certains
pour certaines semaines. Donc, jusqu'à présent, on a terminé ou on est en voie de terminer tout ce qui est la vaccination des groupes prioritaires, CHSLD, résidence de personnes âgées, on est en voie de terminer. On va aussi dans les OBNL et HLM d'habitation aînée. On a terminé le groupe de travailleurs de la santé prioritaire. Au niveau des 80 ans et 70-79 ans, c'est en cours avec les doses, là, le blitz qu'on a actuellement. Donc, on est ce matin, on était à 61% des 81 ans et plus de 40% des 70-79 ans. Donc, avec les rendez-vous pris dans les prochains jours, on devrait atteindre notre objectif là de plus de 75%, dans ce groupe-là, probablement 80%. Et après, on va débouler avec la vaccination à domicile, les groupes moins âgés, les maladies chroniques et l'ensemble des travailleurs de la santé qui n'ont pas encore été couverts là, au niveau des soins critiques. Des modalités de vaccination, on a des centres de masse, on va ajouter des sites de proximité. On a évidemment des équipes mobiles qui sont déjà à pied d'œuvre pour les résidences aînées, mais qui vont pouvoir après être déployées dans des contextes pour rejoindre certaines populations qui ne viendront pas d'eux-mêmes au site de vaccination. Le gouvernement a annoncé à la mi-mars l'ajout de la force des pharmaciens montréalais pour nous aider à aller chercher certaines clientèles, entre autres les gens atteints de maladies chroniques. Et il y a des discussions en cours avec le ministère pour aussi regarder des perspectives d'impliquer les entreprises dans la vaccination. Et pour nous, dans des contextes montréalais, c'est sûr qu'il y a des grandes entreprises, là, puis vous avez des noms probablement en tête, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher des entreprises qui ont certains groupes de la population pour lesquels il est plus difficile pour nous de les rejoindre et de les amener vers nos centres de vaccination. Donc, clairement, on va vouloir travailler avec vous. Donc, la vaccination, comme je disais, va bon train. Ce matin, on était à 214 000 doses d'administrées. Et la contribution, comme je le disais, évidemment, participer à la réouverture des secteurs et de maintenir les mesures en place. Et même après que vos travailleurs soient vaccinés, il va être vraiment important de maintenir les mesures là, de protection en place parce qu'avec l'arrivée du variant, puis comme je le disais, même si actuellement on arrive quand même à contrôler sa progression, il va, de par le fait qu'il est plus transmissible, plus pathogène, il va prendre la place de la souche initiale. Donc, on s'attend là en avril, évidemment, à voir une progression. Et plus on aura vacciné, évidemment, nos groupes prioritaires, moins on va voir d'effets sur les hospitalisations. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir se permettre de réouvrir des secteurs de la société sans voir là, beaucoup de morbidité ou de mortalité associée à la transmission de ce variant. Alors, je crois que j'ai terminé. Évidemment, ce sont les efforts de tous, tant individuels que collectifs, qui font en sorte là, qu'on est collectivement capable de contrôler cette transmission qui, en contexte urbain est beaucoup plus complexe là, à maîtriser. Alors, je pense que je tiens à vous remercier, là, évidemment, chacun d'entre vous, là, individuellement, mais aussi dans vos entreprises pour vos efforts là, à cette lutte qui n'est pas encore terminée pour Montréal et pour le Québec. Merci. Impressionné par votre capacité de résumer très rapidement l'ensemble du portrait. Je pense que c'était très bien fait. Je vais tout de suite commencer à nous mener vers l'avenir un peu. D'abord, quelle est votre évaluation de l'impact de la semaine de relâche? On l'a bien vu il y a quelques jours, une dizaine de jours. C'était la grande question. On ne peut pas prendre certaines décisions parce qu'on ne sait pas quel sera l'impact de la semaine de relâche et dans quelle mesure ça aura été respecté. À ce moment-ci, êtes-vous en mesure d'avoir un premier constat sur l'impact de la semaine de relâche sur la contamination ou le nombre de sites d'éclosion, notamment dans les milieux privés? Ben pour le moment, il est un petit peu tôt pour être capable là, de voir évidemment là
des éclosions qui émanent de contacts sociaux et qui se transposent évidemment dans le milieu scolaire. Probablement qu'on va d'ici une semaine voir si on a une tendance à la hausse dans nos cas, mais aussi si ce sont des éclosions qu'on est capable de circonscrire très rapidement, donc de contrôler. La bonne nouvelle, c'est aussi le fait que Montréal, notre direction, on s'est équipé pour être capable de faire plus de 1200, 1500 cas par jour. Actuellement, comme je le dis, avec le petit nombre de cas qu'on a, on sort un arsenal très important d'intervention pour chaque cas, leur contact, ce qui nous fait croire que peut-être qu'on va voir une hausse, mais on a confiance de pouvoir éteindre ces petits feux pour éviter évidemment là une hausse qui serait incontrôlable. Là. Très bien. Je voudrais qu'on parle du fameux variant ou des variants. Il y a comme une situation paradoxale, puis je lance la pierre à personne, mais c'est comme si on a une très, très grande frousse des variants. Puis en même temps, quand on regarde les chiffres objectivement, vous avez parlé d'un plateau, et je dirais c'est un plateau avec une légère pente descendante. Puis quand on regarde aussi le nombre de cas par éclosion, vous avez dit là, on voit beaucoup d'éclosions unitaires, puis quand on fait une moyenne, ben c'est 3,5 travailleurs par cas en milieu de travail. Ça donne l'impression que le variant, il se diffuse pas tant que ça, qu'on est capable de façon assez efficace d'en limiter la progression. Donc, j'entends beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'on se fait pas une grande frousse avec les variants? Puis on peut comprendre que ça veut garder on veut garder les gens disciplinés, mais que dans les faits, on la contrôle la situation. Comment vous répondez à ça? Bien, clairement, puis on a la chance d'avoir l'expérience là, des pays européens. Actuellement, puis quand on regarde la modélisation de l'Institut national de la santé publique, moi, je considère qu'à Montréal, les modélisations sont faites sur une adhésion faible, forte ou moyenne de la population aux mesures populationnelles. Ils tiennent compte évidemment de la vaccination qui s'accélère, qui a un effet protecteur aussi, et de notre capacité de traçage. Et ces modélisations-là démontrent quand même que lorsque le variant prendra vraiment toute la place là, de la souche, donc probablement fin mars ou entre la fin mars et la mi-avril, on va quand même avoir une accélération du nombre de cas. Donc ça, c'est assez inévitable. La question qui se pose, c'est jusqu'à quand on est capable de le contrôler. Et ce contrôle-là, il passe par des mesures de santé publique de mes équipes qui interviennent très rapidement et promptement et agressivement sur chaque cas. Mais il vient aussi du fait que la population limite de manière très importante ses contacts. Donc, à chaque fois qu'on a un variant, le nombre de contacts que la personne a eu est tellement faible que même si le virus se transmet beaucoup, les dégâts sont quand même assez limités dans le contexte des mesures populationnelles. Dès qu'on va ouvrir et déconfiner, évidemment, c'est qu'on accepte que chaque personne a plus de contacts. Le variant va circuler, donc on va devoir accepter une certaine circulation. Et là, c'est de déterminer le seuil ou le moment où on juge que la population est suffisamment vaccinée, protégée pour nous éviter une hausse des hospitalisations et des décès. Parce qu'on le sait que les hospitalisations sont pas uniquement chez les 70 ans et plus. Là, on a quand même une part des hospitalisations qui sont chez des groupes de la population adulte, là, 50 ans, même dans la quarantaine. Là. Bon, ce qui nous amène à parler finalement du rythme de vaccination. Je vous dirais, là, s'il y a une chose que moi j'entends du mieux des affaires, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accélérer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Puis la première donnée, c'est le nombre de vaccins disponibles. On peut pas vacciner si on n'a pas les vaccins. Vous avez dit, on est grosso modo là à 70 000 par semaine. Moi, j'ai entendu des chiffres qu'éventuellement, on serait peut-être à 1 million de vaccins à donner par semaine. Comment vous voyez sur Montréal le déploiement dans les prochaines semaines? À quel moment on va avoir des vrais gros volumes? Là, moi, je travaille en face de la place, en face du Palais des Congrès. Je vois pas encore des files à l'infini. Quand est-ce qu'on va être vraiment dans du rythme de vaccination? Là, on se vaccine pour de vrai tout le monde?
Ben, dès la semaine du 22 mars, déjà, on attend près de 100 000 doses pour Montréal, qui est quand même un rythme rapide là, de vacciner 100 000 doses pour une région comme la nôtre. Là, j'ai pas les chiffres avec moi, là, mais il y a, pour le Québec, il y a plus d'1 million de doses là en avril, en mai, puis je pense que ça double presque en juin. Donc clairement, on va avoir un printemps très sous le thème de la vaccination, puis on va pouvoir débouler rapidement les groupes d'âge prioritaires. Donc dès les prochaines semaines, on devrait être capable d'ouvrir peut-être aux 65 ans, aux 60 ans, aux gens qui ont les maladies chroniques. Il y a aussi les pharmaciens qui sont quand même c'est quand même une très bonne nouvelle puisque nous avons plus de 350 pharmaciens à Montréal. Ils ont des liens privilégiés avec des populations atteintes de maladies chroniques, par exemple, qui viennent chercher leurs médicaments. Donc, si chacun, il y a une capacité, évidemment, la semaine prochaine, ils commencent avec autour de 30 000 doses, mais ça va augmenter aussi leur apport. Et ce qu'on souhaite ajouter par la suite, ce sont des stratégies probablement avec les milieux, les quartiers, comme on le fait avec les OBNL d'habitation ou les HLM, mais là, on pourrait le faire dans certains secteurs plus névralgiques, des entreprises plus à risque pour lesquelles on souhaite accélérer la vaccination puisqu'on le sait, qui ont vécu des éclosions à la première vague, la deuxième vague. Donc, on connaît très bien nos entreprises à risque, là. Très bien. Peut-être, là, je veux pas vous mettre dans l'embarras, là, fait que vous répondez jusqu'où vous voulez aller, mais quand le milieu des affaires me parle, présentement, ils regardent l'Angleterre et d'autres endroits où les gouvernements se sont presque commis sur les dates de déconfinement basées sur les projections de vaccination. Ils savent où ils sont rendus, ils savent à quel rythme ça va évoluer. Et là, ils disent à l'ensemble de la société, quand on sera à telle date, on devrait être rendu à tel taux de vaccination et voici les activités en présentiel, les rassemblements, les choses qui seront permises. Évidemment, si on est du milieu des affaires, c'est très utile ces informations. Ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on va avoir besoin de plus de personnel, nos approvisionnements, éventuellement comment on va s'organiser. Alors, seriez-vous en mesure, au niveau de la santé publique, d'aider le gouvernement à nous donner un véritable calendrier qui nous dirait, normalement, au 10 avril, voici où on est rendu, voici ce qu'on pourrait déconfiner au 1er mai, au 10 juin, et de nous permettre collectivement de voir venir parce qu'on sait à quel rythme on va vacciner? Ben actuellement, puis vous avez tout à fait raison, là, c'est pas la décision viendra pas de la Direction régionale de la santé publique, ce sont des décisions gouvernementales. La santé publique est davantage là à titre de recommandation. On est à regarder, puis on est en train de travailler beaucoup avec les modélisations, avec différents scénarios de couverture vaccinale, parce qu'on se le cachera pas, si la couverture, on le dit, là, si on réussit à bien à vacciner plus rapidement Montréal, c'est pour le mieux-être de l'ensemble du Québec parce que la transmission part de Montréal et s'en va dans les régions limitrophes. Donc, avec les modélisations de l'Institut qui va regarder différents scénarios de couverture vaccinale, on va être capable de voir jusqu'à quel point c'est prudent de relâcher ou d'assouplir certaines mesures. C'est clair qu'à court terme, on va essayer d'en assouplir le plus possible, mais ce sont des mesures qui, des fois, ne touchent pas tant les entreprises actuellement, beaucoup le sport, toute la question du couvre-feu et ces éléments-là. Et je pense qu'on va le faire en phase pour essayer quand même, parce que c'est souvent difficile dans les modélisations de voir 3 mois, 4 mois à l'avance. C'est souvent sur des périodes d'un mois, 3 semaines là, qu'on est capable d'être assez certain dans nos modèles de prédiction. Parfait. Je nous ai amené à réfléchir en fonction de partir de maintenant, puis de regarder ce qu'on pourrait envisager dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, là, dépendamment du rythme de vaccination. Faisons l'exercice à l'inverse, à rebours. Le gouvernement fédéral nous dit, d'ici septembre, tout le monde va avoir été vacciné. Puis là, même aux États-Unis, on a parlé d'ici mai, puis aux États-Unis, on a même évoqué la possibilité que si on a plus de vaccins rendus en mai, on pourra même en transférer au Canada. Alors, partons de l'hypothèse que le gouvernement a raison, puis qu'en septembre là, ou fin août, tout le monde est vacciné. Est-ce qu'on peut dire au milieu des affaires, préparez-vous là, quelque part en septembre,
ça revient à la normale. Vous allez pouvoir avoir, si vous êtes des hôtels, des clients, si vous êtes des restaurants, des clients, vous allez pouvoir recevoir vos clients, voyager. Est-ce qu'on peut penser que si tout le monde est vacciné, quelque part en août ou en septembre, on retourne à une normalité dans notre vie sociale habituelle puis notre vie professionnelle? Je pense qu'on va être encore dans de la nouvelle normalité. Je pense qu'on va probablement. Puis la bonne nouvelle, c'est, je pense qu'on va être capable de donner une première dose, en tout cas avec les chiffres qu'on voit dans des régions comme la nôtre, probablement. Oui, septembre est très réaliste et peut-être même une première dose qui pourrait être devancée si le rythme continue tel qu'il est planifié là, pour l'arrivée des vaccins. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On risque d'avoir une accalmie. On le sait que le virus a des patrons saisonniers, donc probablement que cet été, on risque d'avoir quand même, on vive une troisième vague au printemps avec le variant, mais probablement une accalmie saisonnière. Mais on a toujours cette incertitude-là de d'autres variants qui peuvent prendre la place, qui peuvent évidemment, donc plusieurs épidémiologistes parlent peut-être de vagues d'automne, mais avec une protection de la population. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des vaccinations autres? Donc, tout ça, il y a une certaine incertitude. Donc, est-ce qu'on va pouvoir reprendre une certaine normalité? Moi, je crois que oui. Plus on va être capable là, de protéger nos vulnérables. Par contre, est-ce que cette normalité veut dire que c'est les mêmes pratiques qu'avant? Moi, je pense qu'il va y avoir des pratiques de protection qui vont devoir être maintenues encore un certain temps, puisque le virus va être quand même endémique et on a encore une incertitude sur d'autres types de variants qui peuvent s'introduire, là. Parfait. Poursuivons dans la même logique de venir à rebours. Donc, si on se dit quelque part en septembre ou fin août, tout le monde est vacciné, si on arrive au début juillet puis qu'on a 75% des gens qui ont été vaccinés, est-ce qu'il est envisageable de penser que juillet et août seraient des mois où on peut avoir des activités de rassemblement extérieur? Tu sais, la grande question des festivals à Montréal, la grande question de se voir durant cet été, vous dites le virus, il y a des patterns saisonniers. À 75% de vaccination, est-ce qu'on se permet de se voir collectivement ou est-ce qu'on va demeurer dans un réflexe d'extrême prudence ou non, on peut pas se voir parce qu'il y a quand même un risque? Je pense qu'on va, si on a 75% là, ça risque d'être juste une première dose, là. On n'aura pas eu le temps de vacciner les doubles doses, probablement, là. Mais la première dose confère vraiment une très bonne immunité. Donc, clairement, si on a 75% à Montréal, je vais être au paradis. Si on se rappelle, H1N1, on avait 56% et on estimait autour de 75%, avec le fait qu'une grande partie de la population avait fait la grippe, là, en tant que telle. Donc, si on est à 75%, je vais être heureuse. Des activités extérieures, je pense que oui. Je pense qu'on commence à réfléchir à comment on peut les planifier. Est-ce que ça va être des places des arts, les places des festivals remplies à pleine capacité, tout le monde collé? Je crois pas qu'on est rendu là. Par contre, je pense qu'il y a des façons, et on l'avait fait l'été passé, il y a probablement des façons de le réfléchir avec des mesures qui nous permettent advenant une éclosion, d'être capable de circonscrire qui était sur le site, etc., de limiter certains contacts ou certains rapprochements. Mais je pense que avec des mesures, j'ai bon espoir qu'on soit capable d'avoir un été intéressant. Très bien. Là, on a beaucoup parlé des vaccins et c'est normal, on en parle tous beaucoup. Maintenant, on entend parler, puis Merck vient de le dire, qu'il commence à y avoir des remèdes. On a vu aussi récemment l'Institut de cardiologie, je pense qu'il y avait aussi des propositions de remèdes. C'est ça. Donc, quelque part, si le virus devient comme une grosse grippe ou devient comme une petite pneumonie parce que on a des médicaments, est-ce que le focus vient de changer et on arrête de penser que c'est automatiquement des mesures sanitaires très lourdes, mais c'est simplement de s'assurer qu'on détecte bien, qu'on soigne bien, puis que, évidemment, on protège avec un vaccin. Mais est-ce que les médicaments peuvent apporter une solution là qu'on regarde pas vraiment, mais qui permettrait d'accélérer les prises de décision?
Oui, certainement. C'est parce que nos objectifs du contrôle de la pandémie actuellement, c'est vraiment l'objectif ultime, c'est de réduire les décès et la morbidité associés à la COVID. Donc, si on est capable de protéger et aussi de mieux traiter les gens, clairement, on va probablement avoir moins besoin d'être dans des approches qu'on appelle de suppression, mais on va être davantage dans des approches de prévention avec le vaccin et de mitigation, évidemment. Donc, on va pouvoir se permettre, évidemment, d'être moins sévère, je dirais, dans nos mesures populationnelles. Donc, clairement, si dans l'arsenal de ce qui est disponible, on a un vaccin, des traitements, une population plus protégée, on va probablement travailler ou se mettre des objectifs qui vont ressembler un petit peu plus à ce qu'on fait habituellement pour d'autres maladies comme la grippe, évidemment saisonnière, mais un virus qui est plus endémique, là, comme on dit. Donc, on va être moins dans une approche suppressive. Parfait. Moi, je suis un économiste. Vous êtes une spécialiste de santé publique. Comment vous les évaluez, les remèdes ou les traitements qui sont proposés? Êtes-vous confiante que ce sont des traitements qui vont faire une différence, juste pour qu'on se berce pas d'illusions si c'est illusoire? Comment vous évaluez ça? Bien, c'est clair qu'il y a eu certaines études, dont il y avait celle de la colchicine. C'est beaucoup l'Institut national d'excellence en santé qui regarde jusqu'à quel point on est capable de généraliser l'utilisation soit d'antirétroviraux, de médicaments préventifs. Moi, je suis pas la spécialiste des médicaments liés à la COVID, mais clairement, certains ont... puis on le voit même, le taux de létalité entre la première et la deuxième vague, on a quand même appris, puis les gens aux soins intensifs et qui s'occupent des hospitalisations COVID ont quand même un arsenal thérapeutique un petit peu plus intéressant. Donc, clairement, est-ce qu'on doit se baser sur ça en termes de prédiction sur le contrôle de la pandémie? Je pense que ça serait avoir une pensée magique, là, mais je pense que c'est une partie de la solution. Puis, j'avais quelque chose d'autre à ajouter, mais il est parti, ça va revenir. Okay, je vais vous dire, moi, qu'en tant que Montréalais, en tout cas, si jamais la colchicine, ça marcherait... En fait, ce que j'ai comme information, c'est que ça marche, mais en tout cas, j'en retire beaucoup de fierté que ce soit des gens d'ici qui ont travaillé là-dessus. Fait que je fais juste lancer un signal. Assurons-nous que si ça marche, on l'autorise puis qu'on l'utilise. J'ai 3 questions plus spécifiques qui proviennent du public. Une première question concerne les enfants. Évidemment, le milieu des affaires est conscient que ces employés, ces travailleurs sont présentement à la merci de toutes les situations où un enfant dans une classe, là, ça y est, les enfants sont à la maison, bon, ça affecte le télétravail, puis si on commence à réouvrir les lieux de travail, ben ça va affecter aussi la capacité des gens de se rendre sur les lieux de travail. Quelle est votre vision de la situation des enfants à partir de la fin de l'été? Autrement dit, est-ce qu'on se retrouve avec une population adulte qui est vaccinée, des enfants qui sont pas vaccinés et éventuellement un peu une loterie? Est-ce que des enfants l'attrapent? Comment ça va se passer? Comment vous voyez l'évolution de la vaccination chez les enfants? Bien, c'est certain que actuellement, il y a des études là je pense qu'ils sont rendus en phase 3 là, pour homologuer le vaccin pour les enfants. Donc, est-ce que ça va être plus en septembre, puis on va faire un peu une vaccination scolaire là, comme on le fait à chaque année pour d'autres virus ou d'autres maladies. Donc, ça sera à voir. Clairement, tu sais, quand les enfants, à l'automne, on disait souvent que le virus, c'était la transmission communautaire qui se transposait dans les écoles. Actuellement, on peut affirmer avec nos patterns de transmission que c'est davantage la transmission dans les écoles qui se rend à domicile, et c'est là qu'on essaie évidemment de contenir pour que ces parents-là qui s'infectent via un enfant qui a été contaminé ne l'amènent pas dans leur milieu de travail. Donc, on est un petit peu sur on a un changement de pattern de transmission. Ce qu'on souhaite avant tout, évidemment, c'est de ne pas fermer les écoles. On l'a vu dans plusieurs pays européens. Certains, par rapport à l'approche aux variants, ont fermé les écoles. C'est pas une recommandation que l'OMS a fait. Et nous, on pense que même si on est dans une approche très suppressive, on a quand même trop d'impacts collatéraux à laisser nos enfants à la maison dans le contexte actuel. Par contre, dans nos approches très agressives actuellement, je le sais que ça a beaucoup
d'impact sur des parents et des travailleurs parce qu'on isole beaucoup de gens dès qu'il y a une éclosion là en milieu de travail. Donc, clairement, on demande à des gens de rester à la maison en plus grand nombre. D'accord. J'ai une question, je vais la nommer Isabelle Boisclair, qui est la directrice générale de la Maison Théâtre. Mais sa question, je vais la transformer un peu. Vous avez vu récemment la sortie des gens qui dirigent des lieux de diffusion culturelle à Montréal. Et moi, je vous pose la question, c'est comme si on a fait un test avec les cinémas. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer que le test est concluant et que d'ici très peu de temps, on va appliquer les mêmes mesures pour ouvrir des lieux de diffusion culturelle, à l'exemple de ce qu'on fait avec les cinémas? Ce que je peux dire, évidemment, c'est qu'on n'a pas vu d'éclosion liée au cinéma, en tout cas pas pour l'instant. Là. Ça fait pas longtemps qu'on a des ouvertures, mais puis en plus, en sachant que probablement que dans certains cinémas, ça a été beaucoup des enfants. Les variants sont beaucoup actuellement là dans le groupe des enfants d'âge scolaire et de leurs parents. Donc, on n'a pas eu pour le moment d'événements qui impliquent. Et je dirais qu'on a très bon espoir là, de pouvoir très prochainement ou réouvrir certains secteurs culturels. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, quand on traduit très bon espoir, c'est comme très encourageant. Alors, j'apprécie beaucoup votre candeur là-dessus. Une autre thématique qui m'est souvent demandée, c'est est-ce qu'on pourrait envisager qu'on se sort de la limite du 25% en présentiel dans les tours à bureaux quand on va pouvoir réouvrir? Et beaucoup de gens me disent, c'est comme si on avait commis une erreur de bonne volonté à une époque où on s'est imposé ça. Beaucoup de gens me le rappellent, Michel, si j'ai 6 bureaux fermés, pas de cafétéria, pourquoi je serais à 25% alors que chaque individu se trouve dans son espace isolé? Maintenant, si j'ouvre puis que j'ai juste 1,5 personnes qui peuvent venir au bureau, ça n'a pas de bon sens. Alors, beaucoup de gens me disent, est-ce qu'on peut, cette fois-ci, quand on va réouvrir, ajuster notre directive pour que dans les tours à bureau, ça se passe différemment, en fonction, oui, des mesures sanitaires, mais non pas d'un chiffre arbitraire de 25%. Comment vous réagissez à ça? Bien, il y a des travaux en cours là pour réfléchir à la réouverture des tours à bureaux. L'enjeu est aussi, puis moi j'ai très confiance que les mesures sanitaires vont être respectées, là, que les gens vont rester évidemment quand ils sont sur leur lieu de travail. L'enjeu c'est souvent, puis on le voit là dans les éclosions qu'on a eues, c'est après le travail, c'est sur l'heure du dîner, on le voit même dans les établissements de santé, c'est beaucoup dans tout ce qui est connexe au milieu de travail qu'on a des occasions ou des risques de transmission accrus. Donc, clairement, je pense que de regarder comment assouplir puis rendre ça opérationnellement faisable là, pour les milieux de travail, de réouvrir pour éviter que ce soit une seule personne qui puisse y aller. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se réfléchir. Par contre, il faut voir comment, faut s'assurer que la situation épidémiologique le permet parce qu'on le sait que c'est tout autour du travail qu'on a plein d'occasions qui peuvent rehausser notre taux de reproduction du virus dans des contextes plus sociaux, là, sur l'heure du midi et tout autour après le travail, le 5 à 7 et tout. Je trouve ça très important, là, cette dernière discussion qu'on a. La Chambre, vous l'avez sûrement entendu ou vu, se mobilise beaucoup pour le centre-ville. Et devant nous, on perçoit qu'on a un chantier d'1 an à 18 mois pour rétablir une forme de dynamisme en présentiel, de travailleurs, éventuellement de clients, de consommateurs, éventuellement de touristes aussi. Votre évaluation des risques relatifs dans les dynamiques centre-ville, ce que j'essaie d'explorer avec vous, c'est est-ce que vous pensez qu'à l'automne prochain, d'un point de vue sanitaire, on pourra présumer qu'un centre-ville, c'est aussi sécuritaire parce que les gens seront vaccinés, parce qu'on aura le même contrôle au niveau des remèdes, des médicaments partout sur le territoire. En fait, ma question, c'est pensez-vous qu'il reste des enjeux particuliers au centre-ville à partir de septembre prochain? Vous me demandez de regarder très, très loin en avant, ce que j'ai pas fait depuis longtemps. Pour septembre, je le sais vraiment pas, mais clairement, les risques sont quand même plus élevés de par la densité, de par les contacts sociaux qu'on a dans un contexte urbain, le transport en commun. Donc, on aura probablement à ajouter des mesures, mais
tu sais, je pense pas qu'on peut maintenir 2 années consécutives avec un centre-ville qui est plus déserté, là. Donc, il va probablement falloir regarder comment on peut mettre des mesures sécuritaires à l'intérieur, réouvrir à l'intérieur d'un cadre sécuritaire au centre-ville. Mais c'est sûr que si la vaccination de la population est à la hauteur et que les variants, on n'a pas d'autres variants là, qui nous amènent à avoir une vague poindre à l'horizon, clairement, je pense qu'il y a beaucoup de la vie du centre-ville qui va pouvoir reprendre. En fait, je vous dirais, mon hypothèse de travail, c'est que quand on est vacciné, et qu'à partir donc de, je dirais, le moment où ce sera, si c'est début septembre, fin septembre, où on sera vacciné, qu'on soit à Laval, qu'on soit à Montréal-Nord ou qu'on soit au centre-ville de Montréal, on va être vacciné avec une population vaccinée. Et ce qu'on va essayer d'établir, c'est comment est-ce que, à travers le transport collectif, à travers, comme vous le dites, toutes les activités sociales autour, que ça puisse passer dans un cadre sécuritaire. Peut-être dernière question, et je conçois que c'est une décision gouvernementale, mais je serais heureux de vous entendre là-dessus. La fameuse question, appelons-le, certains l'appellent le passeport de vaccination, d'autres diraient, est-ce qu'on devrait avoir une pastille ou un certificat de vaccination sur notre cellulaire? L'idée derrière ça, c'est évidemment, si on doit voyager vers des pays qui l'exigent, on va en avoir besoin, mais d'autres vont plus loin en disant, si on veut pouvoir avoir 20 000 personnes au Centre Bell l'automne prochain, peut-être que ce qu'on voudra, c'est dire que pour y avoir accès, on doit démontrer qu'on a été vacciné. Comment voyez-vous juste la faisabilité que les gens vaccinés puissent avoir ce type de certificat? Là, présentement, on vaccine des gens et on leur donne pas ce certificat-là. Comment on va pouvoir faire, si on le voulait, avoir une forme de certificat, reconnaissance, pastille, application, peu importe le moyen, qui détermine qu'on a été vacciné? On a un registre vaccinal au Québec, là, qui est donc toute personne vaccinée est inscrite au registre. Donc, je suis capable d'aller dans votre nom puis je vais savoir, ça fait quelques années qu'on l'a, mais avec le temps, ou votre enfant, je suis capable de voir s'il y a eu le vaccin contre la rougeole, etc. Donc, on a cette base de données-là, elle existe au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Par contre, le passeport vaccination, je pense à demande une réflexion plus globale là, et sociétale. Évidemment, il y a des enjeux éthiques à tout ça. C'est pas tout le monde qui peut avoir la vaccination. C'est évidemment là, au niveau des applications, c'est pas nécessairement tout le monde qui a la capacité d'aller chercher le certificat, etc. Tout ça. Par contre, moi, j'ai clairement, tu sais, quand on regarde les sondages, on a dans la population générale près de 75 à 80% de la population qui veulent se faire recevoir le vaccin. Ça diminue dans les groupes d'âge plus faibles. Donc, je fais toujours la blague, là, si on met une demande de vaccination, comme vous dites, avant de rentrer à un spectacle ou au festival, à un festival quelconque qui attire des jeunes, peut-être ça va nous aider. Et plus on va avancer actuellement, évidemment, avec les variants, le fait qu'on est encore avec des mesures populationnelles, les gens veulent le vaccin. Si on arrive cet été avec des groupes d'âge moins enclins et en plus la présence du virus qui circule beaucoup moins, clairement, il va nous falloir beaucoup d'efforts pour aller chercher ces populations et atteindre notre 75% qui nous amène une immunité collective. Donc, le passeport, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux opérationnels, il y a des enjeux d'équité et faut voir, moi, mon premier cheval de bataille, c'est vraiment que la population vienne se faire vacciner et qu'on soit capable, là, à l'échelle de Montréal, de dire que notre population est immune. Si je me fie sur mon fils et mes neveux, il y a simplement à dire que pour aller à Hochelaga, il faut avoir été vacciné. Je vous jure qu'ils se font vacciner. Écoutez, c'était un grand plaisir d'avoir cet échange. Je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Je pense que ça a été très instructif. Puis je prends déjà une date avec vous, là, un rendez-vous. On essaiera de refaire ça au mois de juin, prendre à ce moment-là, faire le point sur ce qui aura évolué. Puis pour tout le monde qui nous écoute, un grand plaisir. Pour tout le monde qui nous écoute, je vous dis juste, ce vendredi, donc dans 2 jours, le 12 mars, on va recevoir Alain Dumas, qui est le directeur général du Panier Bleu. Donc, ça va être l'occasion de poursuivre aussi sur la lecture des choses et comment ça évolue.
Le panier bleu a fait beaucoup parler de lui. On a eu des annonces récentes pour en améliorer la pénétration, les processus. Donc, on va examiner ça cette semaine. Je vous remercie encore une fois. Merci, Dr. Drouin. À bientôt, tout le monde.